c'est Clémentine et Lise, coach mindset et coach business, les hôtes du podcast de la loose. Si toi aussi t'en as marre de voir que des success stories sur Instagram sans jamais aucune ombre au tableau, c'est le podcast qu'il te faut. L'objectif ici, c'est de dédramatiser, désacraliser et relativiser les échecs pour enfin se lâcher la grappe. À travers des échanges sans langue de bois, on va te partager les galères des entrepreneurs comme toi et moi. Retrouve-nous tous les mardis pour un nouvel épisode et découvrir la vraie vie des entrepreneurs. Alors, prêt à kiffer l'échec ? Aujourd'hui, au micro du podcast de la loose, nous recevons Thomas Burbidge, qui, après plusieurs années en tant que consultant freelance en stratégie de marque, a décidé de dédier son temps et son énergie à l'accompagnement de ceux qui entreprennent le même chemin que lui, c'est-à-dire créer un business d'indépendant pour s'épanouir davantage personnellement, tout en contribuant aux causes les plus importantes de notre société, pour créer finalement des sociétés plus justes et écologiques. Thomas est aussi l'hôte du podcast Young, Wild and Freelance depuis 2019, et d'ailleurs qui a été un des premiers podcasts d'interview dédiés aux freelances et entrepreneurs indépendants. Et aujourd'hui, il est à la tête de Kaleidoscope Horizon, un consortium de coachs qui crée et anime des expériences pédagogiques, donc dans cette idée de développer des entreprises dans lesquelles les entrepreneurs s'épanouissent et contribuent à des sociétés plus justes et écologiques. Thomas, bonjour, comment vas-tu ? Hello! Écoutez, ça va plutôt bien. Je suis heureux d'être là parce que les podcasts, c'est un de mes exercices préférés et j'aimerais clairement passer le cœur de mon temps à juste parler sur les podcasts. Ce serait formidable si je pouvais faire que ça. Donc, très heureux d'être là, même si, comme je vous disais un peu en intro, un peu fatigué parce que je rends mon manuscrit de livre ce lundi, donc dans 4 jours, 3 jours même. Et du coup, la dernière ligne droite, quoi. Mais que pour du bon. Tout à fait. Bon, du coup, avant de, on va dire, mettre les pieds dans le plat, on a un petit jeu à proposer à nos invités. Donc, c'est un système de questions-réponses. Et le petit twist, c'est que c'est un ni oui ni non. Donc, tu n'as pas le droit de répondre par oui ni par non. Ok ? Très bien. Alors, première question, est-ce que tu as déjà envoyé un mail sans la pièce jointe ? À de très multiples reprises. Comme tout le monde, hein, au final. Est-ce que tu as déjà posté une boîte à questions sur Instagram et obtenu 0 réponse ? Ça a certainement dû m'arriver, même si je pense que j'ai des petits elfes qui prennent soin de moi. Moi, je le fais souvent pour des potes où, quand je vois une boîte à questions, j'en pose genre 4-5 pour contribuer à l'objectif que je vois. Et du coup, il y a des gens qui font ça aussi pour moi, dont ma sœur qui l'a fait il y a quelques jours de cela d'ailleurs. Il y a eu d'autres questions qui sont arrivées derrière, mais les premières, c'était ma sœur qui a posé des questions chouettes que je pouvais repartager. Eh bien, on la La remercie, on vérité fait un enfin petit révélée. Bah, globalement, j'ai l'impression que ça arrive à tout le monde et c'est pas très grave au final non plus parce que une fois où ça arrive, la fois d'après ça fonctionne autrement. On sait très bien que les vues en story, les vues sur Instagram, globalement, j'ai l'impression, enfin tout réseau social, des fois c'est incroyable, des fois c'est pourri, des fois on sait pas exactement ce qui se passe entre l'un et l'autre, des fois il y a des surprises, donc je pense que le muscle, c'est juste de continuer sans trop s'accrocher aux fois où ça fonctionne pas. Est-ce que, du coup, tu as déjà fait une faute d'orthographe dans un mail, un post, peu importe ? J'en fais vraiment beaucoup et pour le coup, ça, j'en ai absolument rien à faire. Il y a souvent des gens qui me reprennent d'ailleurs et ma réponse est bah ok. Je suis désolé si tu attribues la profondeur de ce que je raconte seulement à l'orthographe c'est souvent dans les newsletters, mais c'est pas un endroit où j'ai l'impression que l'énergie que j'investirais à être suprafluide là-dessus, d'autant plus que je suis anglais, donc il y a des fois où la façon dont j'écris, c'est comme si j'écrivais en anglais mais en français, et du coup il y a des expressions des fois qui sont un peu loufoques ou qui sortent de l'ordinaire, et je trouve que ça fait partie de ma patte, mais pour le coup je dois en faire vraiment, enfin j'ai dû en faire vraiment beaucoup depuis que j'écris des newsletters, depuis 2018, donc ça fait longtemps, et du coup c'est certainement arrivé bien plus d'une fois. Bah, C'est c'est bien de toujours ne pas répondre oui ou non parce que ça me permet de mettre beaucoup de nuances dans les réponses, c'est cool. C'est l'idée aussi, et puis ces petites Bah questions, oui. elles ont l'air un peu bêtes, entre guillemets, comme ça, mais c'est beaucoup de petits détails qui viennent souvent paralyser les entrepreneurs qui se lancent, voilà, qui ont peur de faire une faute, qui ont peur de ne pas avoir de retour sur Insta, et du coup, ça permet aussi de relâcher la pression là-dessus. Next question. Est-ce que tu as déjà envié, jalousé ou détesté une personne qui réussissait quand toi tu galérais ? Certainement.
Je pense que les moments où on a le plus la frustration de la décorrélation entre les efforts investis et les résultats qu'on se raconte qu'on mérite vs les efforts investis, c'est les moments où la petite voix de ah là là, c'est frustrant de voir telle autre personne réussir. Il y a souvent un jugement de valeur qui s'immisce à cet endroit, je crois aussi, de j'ai plus de mérite que cette personne parce que, et ça c'est hyper intéressant d'observer le contenu du parce que, parce que ça parle beaucoup de notre vision du monde et de ce qui nous est important comme valeur apportée. Donc moi, par exemple, un endroit où je pense que ça s'est immiscé dans mes pensées au cours de mon aventure entrepreneuriale, c'est quand je vois des personnes où je sens qu'elles ont beaucoup moins de scrupules et de prise de recul sur les conséquences de leurs actes sociétalement parlant, qui, en apparence, parce que c'est toujours en apparence, on n'a jamais accès à la réalité, mais où en apparence ces personnes ont beaucoup plus de réussite financière que les moments où j'ai eu cette frustration, ça je pense c'est les trucs qui m'ont appuyé, c'est de me dire ah putain, si j'avais moins de scrupules, je serais peut-être dans une réalité où financièrement ça réussirait 10 fois plus. Financièrement, je suis bien et j'ai jamais eu à me plaindre et ça a toujours super bien fonctionné pour moi. Mais c'est pas les imaginaires mirobolants de richesse qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et donc, il y a cette frustration qui, je pense, s'est immiscée sur des lancements qui ont moins bien marché que ce que j'aurais aimé, ou des moments où j'ai dû investir, ramer un peu plus pour avoir les retours que je cherchais. Ouais, c'est souvent ce truc-là de... J'essaye de si bien faire avec les valeurs qui me semblent importantes que c'est frustrant de voir des gens qui n'ont rien à branler entre guillemets, s'en sortir mieux, même si je suis pas convaincu que si je prends tous les éléments de l'équation, ces gens s'en sortent vraiment mieux. Ok. Vachement Est-ce que intéressant. tu as déjà eu le syndrome de l'imposteur? Sur le livre que je viens d'écrire complètement. C'est un bouquin sur le point de rencontre entre l'écologie et l'entrepreneuriat. Et c'est un des sujets les plus importants dans ma vie qui m'occupe tellement de mon espace mental. Et du coup, comme je me documente énormément, pendant toute l'écriture, il y avait une petite voix dans ma tête du genre, est-ce que si telle personne, genre je pense à Camille Etienne, Bon Pote, Jean-Marc Jancovici, Arthur Keller, enfin toutes les personnes qui m'inspirent énormément sur le sujet de la lutte écologique, il y avait une petite phrase dans ma tête qui se demandait si elles lisaient mon livre, elles allaient trouver ça bullshit ou pertinent, ou est-ce que ça contribue ou pas. Et en fait, mon référentiel de comparaison était tellement plus haut que au final les personnes pour qui le livre est écrit. Le livre il n'est pas écrit pour ces gens-là, il est écrit pour d'autres personnes qui ont certainement un niveau de conscience moins affûté que le mien parce que ma vie est très orientée autour de ce sujet. Et pour autant, la comparaison intérieure était par rapport à ces autres personnes. Donc ça c'est hyper intéressant de voir à quoi je me compare. Et je pense qu'à chaque niveau, sur chaque sujet, il y a toujours des personnes plus avancées à qui on peut se comparer et qui nourrissent ce truc du doute interne. Donc ouais, pour le livre, merde, j'ai dit oui, mais bon, pour le livre, j'ai vécu beaucoup, beaucoup de remises en question, de doutes intérieurs sur ma légitimité, sur ma capacité à écrire un bon bouquin. Le marché nous le dira quand il sortira en septembre. Et question qui n'était pas prévue, du coup, est-ce que c'est lié aussi au fait de sortir de ta zone de confort? Parce que j'imagine que tu n'écris pas des livres tous les 4 matins. Est-ce que, du coup, ce syndrome de l'imposteur aussi, il a un impact sur le fait de sortir de sa zone de confort et de réaliser un exercice dont on n'a pas l'habitude? Alors ouais, il y a l'exercice du livre qui déjà est un exercice en soi, clairement. Mais je pense, en fait, c'était pas le premier livre que je pensais écrire. Ce livre-là, je l'ai écrit beaucoup sous, on va dire, la pression bienveillante de mon ami Alexandre Dana, que vous connaissez peut-être, qui est le fondateur de Live Mentor et qui est aussi un des responsables de la collection de livres chez Erol pour laquelle j'ai écrit, qui est la collection des possibles. Donc, c'est des livres écrits pour inspirer des nouveaux imaginaires, notamment entrepreneuriaux. Et en fait, ça fait des mois et des mois. Enfin, au moment où j'ai commencé l'écriture, c'était il y a 1 an, et ça faisait des mois où il me poussait, quoi. Il disait, Thomas, ce bouquin-là, il n'existe pas, il y en a besoin, c'est toi qui dois l'écrire. Mais moi, je voulais pas écrire ce livre-là. Je voulais écrire un livre vraiment juste entrepreneuriat, bien sûr infusé de notre vision des choses, mais
Et j'avais peur d'écrire ce bouquin-là, en fait. Et du coup, c'est, je pense, ça qui a beaucoup contribué à cette guerre intérieure que j'ai vécue depuis 1 an, là. C'est que c'est pas le livre que je voulais écrire en premier, parce que je voulais déjà m'entraîner sur les livres pour un jour écrire ce livre-là. Et en fait, non, on a commencé par le plus dur. Donc bon, clairement, ça a contribué, je pense, effectivement, le fait que, en tout cas dans ma perception, ça avait l'air d'être un challenge immense. Et du coup, ça l'a été. Ça a été un gros challenge et un gros défi. Parce que c'était peut-être trop loin par rapport à ce que je me racontais être capable. Au final, j'ai réussi. Hein. Je ne sais pas à quel point ce sera un best-seller, mais il existe. Ça y est, j'ai fini. Et tu peux être C'était le plus dur, mais en fait, c'était le plus challengeant. Enfin, j'ai l'impression que c'était celui qui te correspondait le plus, finalement. C'est genre, enfin, beaucoup plus fixé, écologie, etc. C'était assumer, finalement, cet aspect-là, peut-être plus dans ce que t'allais écrire. Ouais, en fait, je pense que ça aurait été présent, mais c'est l'angle spécifique de ce livre-là. En fait, la vocation du bouquin, c'est recréer de l'espoir. Et quelque chose qui m'a rongé pendant l'écriture, c'est que moi-même, des fois, je me disais, mais même toi, t'y crois plus, même toi, t'as plus d'espoir là-dessus. Qui es-tu pour oser redonner de l'espoir à toutes ces autres personnes? Enfin, et du coup, il y a ce combat-là qui a mis longtemps à se résorber pour que je trouve mon axe et mon angle d'écriture. Mais c'est clair que c'est un bouquin qui me correspond beaucoup. Ce qui est au final... En fait, ce qui est hyper intéressant là-dedans, c'est que ma perception de moi-même, je pense, était erronée. Et la perception de l'extérieur envers moi, donc ici en l'occurrence de Alexandre envers moi, était potentiellement plus juste sur oui, Thomas, t'es capable d'écrire ça. Et t'es capable de te lancer dans ce projet-là et de trouver des réponses pertinentes et de contribuer à un ouvrage pertinent. Et ça, je trouve, c'est hyper intéressant parce que je pense qu'on est notre pire critique et nous-mêmes, on a cette tendance à niveler vers le bas nos capacités alors qu'elles sont supérieures. Après, je pense qu'il y a un truc aussi là-dedans qui est... j'ai l'impression que moi, je fais souvent ça envers moi. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui, au contraire, surévaluent leurs compétences par rapport à la réalité. Et j'ai l'impression que c'est aussi un truc au final... genre, je suis un peu l'exception, mais c'est genré. Je pense que un sujet sur lequel on bosse beaucoup avec mon associé dans notre façon d'accompagner, c'est les inégalités de genre dans l'entrepreneuriat et dans notre façon d'avancer. Et il y a beaucoup de choses qui sont avancées dans toutes les études sur l'égalité homme-femme et ainsi de suite, qui montrent que quand on est assigné femme à la naissance, on a plus tendance à remettre en question sa légitimité et le monde extérieur a plus l'habitude de remettre en question la légitimité des femmes que l'inverse. Donc bon, j'ouvre sur une autre parenthèse par rapport à mon expérience personnelle, puisque j'ai pas été assigné femme à la naissance, j'ai été éduqué comme un gars. Mais je trouve que c'est intéressant de le rappeler aussi pour les gens qui nous écoutent qu'on n'est pas égaux et égal sur ce questionnement de notre propre légitimité ou capacité à faire les choses. Ok, putain, c'est hyper profond dès le départ. Je sens que cet épisode il va être pépite. Bah, je suis bon client pour ça. Hein. Je reprends juste le cours de mes petites questions et on arrive justement sur une question qui, généralement, la réponse est genrée pour le coup. Est-ce que tu as déjà pleuré dans le cadre de ton activité? Peu importe à quelle époque, oui. Mais voilà. Est-ce que tu as déjà pleuré? J'ai dit oui direct. Plusieurs fois. Plusieurs fois. En fait, déjà, la différence, je pense, c'est que je suis très émotionnellement impliqué dans ce que je fais. Et j'ai l'impression qu'il y a plusieurs manières d'entreprendre. Il y a la façon très rationnelle et froide de je vois une opportunité sur un marché, je mets face à cette opportunité des investissements financiers, matériels pour créer quelque chose, et ensuite j'essaye de foutre le feu à la paille pour que ce truc qui se diffuse et faire de l'argent et revendre. Donc il y a une approche de l'entrepreneuriat qui est comme ça, je crée une start-up, l'objectif c'est de faire une sortie et de la revendre dans 3 ans, et du coup d'avoir un rendement de capital. J'ai mis du capital, j'en retire plus. Mais il y a aussi la façon dont je pense, nous, les entrepreneurs indépendants, freelance, on est plus émotionnellement impliqués dans ce qu'on fait. Ça part souvent d'un truc qui nous porte aux tripes, quoi. Et encore plus dans les métiers de l'accompagnement. Et les souvenirs que j'ai où j'ai été émotionnellement traversé par mon travail,
C'est quand je suis en séminaire avec nos clientes, par exemple, et des fois on a des protocoles assez profonds et intenses dans les séminaires. Et il y a ces moments un peu magiques où on touche vraiment le nœud qui se joue pour une personne. Et là, il y a un truc indescriptible qui se passe. Et moi, à chaque fois, ça m'émeut de voir ces choses pour les gens. Et aussi de me rendre compte que quelque part, j'ai pu contribuer à ce moment. Et ça, je trouve, c'est toujours hyper touchant. Parce que c'est la vie d'un être humain qui évolue, quoi. Il se passe quelque chose d'unique et de précieux. Et ça, je trouve, ça prend beaucoup plus de sens, justement, que les réussites financières, etc. C'est ce qui me permet de remettre en contexte les jugements dont on parlait 2-3 questions plus tôt, de me dire, en fait, c'est ça qui compte, quoi. Et si j'ai pas fait un peu plus d'argent sur mon lancement que ce que je me racontais, que ce que je voulais, c'est pas très grave au final. Et ça, c'est hyper intéressant aussi parce que ça vient aussi du contexte. Nous, on fait des séminaires en présentiel dans nos accompagnements parce qu'on a des programmes qui durent plusieurs années. Il y en a un qui dure 2 ans. Donc, on a des séminaires en vrai avec les gens pour ça. Et c'est quelque chose que j'oublie. Entre chaque séminaire, j'oublie la magie de ces moments. Et à chaque séminaire, quand il se passe un truc comme ça, je suis en mode c'est pour ça que je fais ce que je fais, en fait. J'avais oublié. Et du coup, ouais, ça m'est arrivé d'avoir de l'émotion dans ces moments-là, clairement. Ok. Est-ce qu'à un moment donné, tu as eu envie de tout arrêter? Ça m'arrive régulièrement, pour plein de raisons différentes. Je pense que, enfin, je sais pas vous, hein, mais je pense que c'est tout à fait naturel qu'à un moment, on fantasme une vie plus simple que celle de l'aventure entrepreneuriale. J'ai souvent cette conversation avec des personnes qui ont des niveaux de responsabilité envers une audience ou envers des gens, les accompagnantes, c'est beaucoup le cas, où on se sent responsable des gens qu'on accompagne aussi. Et du coup, il y a souvent cette pensée de vas-y, j'aimerais bien que quelqu'un dirige ma vie à ma place pendant genre 6 mois, juste 6 mois, le temps d'avoir une pause. Et du coup, des fois, ouais, je fantasme de me dire franchement, si je fermais ma boîte, je trouvais un taf salarié, je suis sûr que je suis capable de trouver un taf super bien payé, où j'ai beaucoup moins de pression, beaucoup moins de responsabilités que je m'auto-octroie envers d'autres gens. Donc ouais, je pense, ça c'est une raison pour laquelle je pense arrêter. Il y en a une autre. À un moment, j'ai énormément douté sur la pertinence de ce que je faisais pour l'impact que je cherche. Et je me suis questionné régulièrement sur est-ce qu'il ne faudrait pas que je ferme ma boîte et que je m'engage avec, je sais pas, Sea Shepherd ou des associations qui ont un vrai but militant hyper fort et qui font une vraie différence sur ces combats-là, juste pour sentir que je donne tout pour les causes qui comptent pour moi, quoi. Et ça a été des moments où j'ai vraiment questionné est-ce que je devrais pas faire ça au lieu de faire ma boîte. Et ça a été intéressant parce que souvent ces questionnements, ils atterrissent sur une forme d'engagement plus radical encore dans ce qu'on fait pour essayer de marier la dissonance cognitive. Donc je pense que ces moments, ils ont du sens. C'est important de passer par ces moments de remise en question parce qu'ils portent des messages qui nous aident à réaligner les choses par la suite, quoi. Donc je pense pas qu'il faut les fuir. Du coup, tu as répondu à la question suivante, hein, qui était as-tu déjà remis en question tes choix, tes décisions? Mais toujours, et tant mieux en fait. Si on remettait pas en question nos choix et nos décisions, mais ça veut dire que on est trop imbu de nous-mêmes, je crois. C'est important, c'est un équilibre à trouver. Il faut avoir le drive de se dire je vais dans une direction, je fais confiance en mes choix et je vais y aller. Et en même temps, si on tombe dans l'extrême de ne jamais rien remettre en question, c'est là où on se trompe le plus. Donc je pense que c'est important d'avoir ces moments où on se dit est-ce que je suis en train de faire un truc qui a du sens? Est-ce que je suis pas en train de me planter? D'avoir de l'esprit critique sur soi-même et sur les autres d'ailleurs. Je pense qu'on manque cruellement d'esprit critique dans nos sociétés, dans notre écosystème entrepreneurial encore plus, où il y a beaucoup de j'entends un truc, je répète la même chose, genre comme des perroquets qui reproduisent des systèmes qui en fait n'aident personne. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui font de l'accompagnement qui malheureusement font ça. Ah, j'ai entendu dire qu'il fallait faire comme ça, donc je crée ça et je redis la même chose sur les réseaux avec beaucoup d'argent dans la pub. Donc c'est hyper important à mon sens d'avoir ces moments de doute et d'humilité. Et je pense qu'ils ont beaucoup de valeur.
Le problème, c'est quand il y a un surplus de l'un ou de l'autre. S'il n'y a que du doute et que de la remise en question perpétuelle, bah, c'est là où c'est hyper difficile à vivre et on n'avance pas. Et en même temps, s'il n'y a que de la surconfiance et que du sprint sans aucune remise en question, c'est là où on fait aussi plus d'erreurs et on se prend les murs, quoi. Donc, équilibre entre les deux. C'est comme pour tout, faut jamais dans les extrêmes. C'est toujours trouver la juste balance et parfois accepter que dans certains moments, on tombe un peu dans un extrême pour après revenir plus tard du côté opposé, quoi. C'est une danse. La vie est je pense, on est constamment en train de corriger nos déséquilibres. Certains moments, on a besoin de déséquilibre dans un sens pour compenser l'autre, mais on est constamment en train d'osciller autour de quelque chose. Ok. Est-ce que tu as déjà perdu de l'argent dans une publicité, une stratégie, un recrutement, enfin peu importe? Ça dépend de notre perception de ce que ça veut dire perdre de l'argent. Alors, c'est perdre de l'argent dans le sens où ça t'a mis un petit peu mal d'un point de vue business. La question, c'est est-ce que apprendre en ayant investi des finances c'est une mauvaise chose? Est-ce que c'est considéré comme une perte? Parce que pour le coup, j'ai testé plein de différentes approches à plein de moments différents pour promouvoir ce qu'on fait. Et il y a des fois où ça n'a pas eu les résultats escomptés. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est ok, qu'est-ce que j'apprends de ça et comment je fais mieux la prochaine fois? Et je pense que c'est important aussi de se rappeler ça. En fait, on est Moi, j'aime bien dire à nos clients dans les accompagnements, on est quelque part dans une posture scientifique. Il n'y a aucune vérité absolue dans comment on développe une entreprise. Le but, c'est tous les jours être en train de faire tous les jours, régulièrement, être en train de faire des nouvelles itérations pour se rapprocher un peu plus de la vérité. Comme un scientifique, dans son labo, il a une hypothèse, il teste son truc, il tire les conclusions de ce test et il a du coup une meilleure hypothèse par derrière. Et je pense qu'on doit rester dans ce cycle-là. Et les moments où on perd, c'est souvent les moments où on se convainc d'avoir trouvé des réponses ultimes et éternelles. Et du coup, on se complaît dans ce qu'on a trouvé jusqu'à ce que ça bouge. Et il y a plein d'exemples auxquels on peut penser là de grosses boîtes qui n'ont pas vu venir les évolutions du monde et de la société et qui n'étaient plus en train d'itérer, de tester et d'aller vers des nouvelles choses. Donc, est-ce que je considère avoir perdu de l'argent? Je suis pas certain. Je pense que j'ai pris des mauvaises décisions d'investissement, ça c'est sûr. Mais le moment où c'est un mauvais investissement, c'est quand j'ai pas tiré l'apprentissage de ça. Et un exercice que moi j'aime bien faire tous les ans, à la fin de l'année, j'ai pas pu le faire cette année parce que j'ai failli faire un burn-out en fin de 2024, donc j'ai pas eu l'espace mental de le faire. Mais normalement, tous les ans, j'écris un énorme article bilan de mon année, justement pour me forcer à vraiment analyser tout ce que j'ai fait. Donc, il y a une année, par exemple, j'ai analysé tous les tests de recrutement que j'avais fait pour essayer de voir à quel endroit est-ce que j'ai bien fonctionné, à quel endroit j'ai moins bien fonctionné, qu'est-ce que j'ai appris là-dessus. Et ça devient à chaque fois un gros article public que je partage. C'est souvent les articles ou les contenus que je fais qui sont le plus lus d'ailleurs, parce qu'ils sont denses. Il y a beaucoup de choses dedans. Mais moi, ça me fait du bien. Et c'est ça, en fait, que je fais. C'est ce cycle de, OK, cette année, c'était quoi l'intention? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je vais planter? Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce que je garde pour la suite comme apprentissage? Et je structure ma connaissance par mon exploration personnelle. Et donc, parfois, l'argent que j'ai investi à des endroits où c'était pas forcément le plus pertinent. Ok. Hyper intéressant. Et du coup, dernière question, est-ce qu'aujourd'hui tu dirais que tu as tout le temps confiance en toi? Non. Perdu. J'ai dit non, perdu. Ah, c'était dur à la fin, j'ai moins tenu. Non, mais j'ai déjà répondu à cette question en fait. Là, je viens d'écrire un bouquin et j'ai quasi jamais confiance en moi là-dessus. Et pareil, je pense que le moment où on se rend compte qu'on a 100% du temps confiance en soi, c'est un moment où il faut se demander, tiens, pourquoi est-ce que j'ai plus de moments de flottement? Je dis pas qu'il faut les chercher à tout prix. Ça fait vraiment du bien, les moments où on est bien, quoi.
Moi, j'adhère pas du tout, par exemple, à ce discours de il faut sans cesse sortir de sa zone de confort, nanani, nanana. En fait, non, genre, jouer avec ses forces et faire les choses qui sont confortables et bien les exploiter pour tirer des conséquences positives de ce qui est facile pour nous, c'est génial. Il faut faire ça le plus possible. À un moment donné, ça nous entraîne à faire des choses plus conséquentes, mais c'est pas forcément la recherche ultime, quoi. Mais moi, je trouve que, en tout cas, personnellement, ça me fait du bien quand je retrouve je dirais pas tant le manque de confiance. Moi, ce que j'aime bien vivre, c'est le mode débutant. J'adore quand je redeviens débutant dans quelque chose. Je trouve que c'est tellement satisfaisant et grisant de sentir qu'on développe des nouvelles compétences, qu'on comprend un truc qu'on ne comprenait pas avant. Genre là, par exemple, c'est un exemple non entrepreneurial, mais récemment, j'ai repris la course d'orientation. C'est un sport que j'ai énormément pratiqué quand j'étais adolescent. Et j'ai repris, genre la semaine dernière, d'ailleurs là, sur la caméra, on voit, ça c'est ma carte de la semaine dernière. Et c'est incroyable de retrouver ce truc et de se redire, ah oui, genre essayer de replonger dans un savoir passé, redevenir novice sur des trucs. Surtout à cet âge-là, maintenant, genre j'ai 30 ans, et je vois que j'ai tellement plus d'appréciation de la progression et de l'effort nécessaire pour progresser. Et j'adore. Donc j'adore ne plus avoir une confiance aveugle dans mes capacités parce que je me mets dans des postures où je suis débutant. Ça, je trouve ça hyper épanouissant. Mais parce que j'ai les moyens, enfin là, je suis confort pour le faire, quoi. Quand on est en mode survie, c'est pas le moment où on n'a pas envie d'avoir confiance en soi. C'est ça, on se raccroche un petit peu à tout ce qu'on peut mais c'est bien d'avoir le recul de se dire c'est bien d'être débutant et de se foirer, de réapprendre, etc. Parce que souvent c'est ça le problème, c'est que les gens sont très focus, genre je débute, mais il faudrait que je réussisse tout de suite. Et du coup se dénigrent très très rapidement et ont tendance à abandonner tout aussi vite, alors qu'au contraire c'est ça qui est intéressant, c'est de se foirer, de réapprendre et de voir la progression petit à petit finalement. Mais je pense qu'il y a deux choses qui nous empêchent de savourer ça. La première, c'est qu'on vit dans une société qui n'est pas optimisée pour remplir nos besoins primaires. C'est-à-dire que quelque part, on est tout le temps en train de se battre pour notre survie. Et du coup, il y a toujours cette crainte de si je n'ai pas les résultats que je cherche, il y a un moment où je vais devoir prendre des décisions drastiques qui ne me vont pas pour assurer ma survie banale de pouvoir me loger, me nourrir, me vêtir. Et je pense que si on était dans une société pensée pour que les besoins primaires de tout le monde soient remplis par défaut, par exemple, imaginons un futur où on aurait un revenu universel, donc une garantie de la stabilité de tout le monde et que tout le monde ait un filet de sécurité, mais je pense qu'on apprécierait plus ce truc de la progression et ce serait plus OK de bah c'est pas grave, j'ai essayé, j'ai pas réussi, je vais essayer autrement, etc. Mais il y a une sorte d'urgence qui est toujours présente en nous, surtout quand on démarre, qui fait qu'on peut pas l'apprécier. Et il y a une deuxième chose aussi, c'est que forcément, on est en phase comparaison avec ce qui se passe dans le monde autour. Et notre cerveau, il n'est pas conçu pour la dose de stimulation que notre monde branché sous réseaux sociaux nous offre. Et donc, en fait, on a tellement de stimulations extérieures qui viennent nourrir ce principe de on se repère par rapport à notre environnement, donc on se repère par rapport à ce qu'on voit de l'extérieur. Et du coup, le couple de surstimulation réseaux sociaux avec en plus un mode un peu bling-bling dans notre écosystème entrepreneurial où il y a un terme que j'ai rencontré récemment qui m'a beaucoup parlé de ça, c'est la pornographie de richesse. Les gens qui étalent leur niveau de réussite comme si c'était de la pornographie sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit, mais c'est tellement ça. On est abreuvé de ces putains d'images tout le temps de je sais pas qui fait un concours pour offrir une Mini Cooper, je sais pas qui prend l'avion tous les week-ends pour aller faire je sais pas quoi, l'autre personne qui dit regardez ça c'est mes résultats Stripe avec un truc monté, et j'en ai constamment en train de se comparer à des gens qui font genre d'avoir des niveaux de richesse démesurés, et du coup il y a un truc animal en nous qui est en mode mais putain mais moi aussi je veux ça, pourquoi je l'ai pas, je suis une sous-merde. Et ça on se le dit jusqu'à remettre en question notre propre légitimité parce qu'on est abreuvé toutes les 15 secondes par ça en fait. Et donc forcément, notre cerveau, il ne sait pas gérer toute cette surstimulation. Donc je pense que c'est pour ça qu'on ne peut pas apprécier le chemin. Parce que la société n'est pas construite pour, et on a beaucoup trop de stimulation extérieure qui nous renvoie toujours à
tu devrais être là alors que tu es là, et du coup, tu devrais avoir honte et tu devrais acheter mon truc à 10 000 balles pour corriger cette honte. Insupportable. Donc c'est dur de profiter. C'est dur. C'est clair. Bah, c'est un peu pour ça aussi qu'on t'a invité, hein, parce que justement, alors, je fais référence à un mail, je crois, d'avril 2024, hein, donc ça date, hein. Mais où juste, ouais, mais je l'avais gardé en stock parce que je l'avais trouvé super cool. Et où justement, tu disais qu'il y en avait un peu ras le cul, de voir des histoires lycée, enfin très lycée, justement, dans l'entrepreneuriat, un peu, voilà, bah, c'est ça, cette pornographie aussi de richesse, enfin, qui poussait justement à une comparaison toxique sur des éléments qui, en fait, en plus, sont bah, voilà, incomparables, enfin, où on a la moitié des informations, voire même pas la moitié. Et que bah, c'est très problématique. Et c'est d'ailleurs l'objectif de notre podcast, de montrer que non, ce qu'on voit, ce qu'on veut nous faire croire, etc., c'est pas forcément la réussite du jour au lendemain, c'est clairement pas ça. Et tout n'est pas tout beau, tout rose dans le monde de l'entrepreneuriat. Et aussi parce que bah, justement, tu disais que l'année dernière, tu as frôlé le burn-out. Donc, tu as subi bah, probablement pas mal de choses par rapport à l'entrepreneuriat et peut-être d'autres choses qui sont personnelles, mais là, on n'est pas là pour parler de ça. Mais justement, on voulait voir un petit peu avec toi, bah, qu'est-ce qui t'a potentiellement amené à ça? Ça a été quoi les galères, les looses, enfin voilà, sur ton chemin qui font que, bah, à un moment donné, la corde se tire un peu beaucoup et que bah, tu as dû couper les réseaux, enfin, tu avais coupé pas mal de choses quand même en fin d'année par rapport à ça, quoi. Je pense que la première chose que j'ai envie de préciser, qui me semble importante, c'est que je dis frôler le burn-out parce que je ne crois pas être arrivé au stade que certaines personnes vivent de je suis incapable de sortir du lit, je suis incapable d'opérer, enfin d'être fonctionnel. J'en suis pas arrivé à ce stade. C'est pour ça que, en fait, j'ai beaucoup de. J'ose pas utiliser le terme pour moi, pour l'expérience que j'ai vécue, mais l'expérience que j'ai vécue, c'était clairement une forme d'épuisement professionnel, je pense on peut dire ça. Ce qui m'a mis le doigt là-dessus et ce qui m'a permis de m'en rendre compte, c'est que j'avais plus de capacité productive, dans le sens où juste même répondre au mail de quelqu'un, genre un email, j'arrivais pas, quoi. Il y a rien qui sortait. Toutes les tâches qui sont normalement tout à fait normales et fluides dans mon quotidien, il se passait rien. Genre j'étais assis devant mon clavier et juste c'était le vide. Ça, c'était une chose. Et une deuxième, c'est que les endroits où j'ai normalement beaucoup de patience, d'empathie, de capacité à me relier aux autres, ce qui sont des compétences hyper importantes quand on fait de l'accompagnement, bah j'arrivais plus, quoi. C'est comme si j'avais plus aucune patience pour toutes les choses qui normalement je suis en mode ça fait partie du jeu, quoi. Notamment les trucs problématiques de notre écosystème. Il y a un souvenir qui, je pense, est le moment où j'ai vraiment pris conscience de ce qui m'arrivait. J'étais dans un rassemblement entre entrepreneurs et c'était le petit déj. Et genre, j'arrive et il y a un groupe de gens qui discutent. Moi, je faisais mon café à côté et je les entends. Enfin, en tout cas, je comprends qu'ils sont en train de parler de leur optimisation fiscale et comment ils se repassaient les références de leurs fiscalistes pour héberger leur boîte ailleurs qu'en France. Ou grosso modo, c'était genre le petit tour de parole de l'évasion fiscale. Et du coup, moi, j'étais à côté en mode ah putain, j'en peux plus. J'en peux plus de ces gens qui ne pensent que à leur cul. Et leur boîte, c'est juste un véhicule pour faire plus de sous. Enfin, bref, et normalement, je suis hyper apaisé avec le fait de faire partie de ces écosystèmes et essayer de ramener de la nuance dans le discours et un regard plus sociétal de ces trucs-là, du fait que bah pas juste s'occuper de notre petit cul, quoi. Mais là, c'était impossible. Genre, j'avais envie de les trucider. Et du coup, je suis barré, je suis parti me foutre dans mon coin. Et là, je me suis dit, ok, genre, j'ai vraiment pas de patience. J'ouvre LinkedIn, je vois un message privé de quelqu'un qui me suit et qui pose une question. Et j'ai même pas de patience pour ça. Je suis en mode, mais vous me saoulez. Allez faire vos propres recherches, merde. la réponse est là. Enfin voilà, c'est pas un comportement normal pour moi. Donc ça, c'est comme je me suis rendu compte. Ce qui, je crois, est ce qui m'a mis dedans, c'est pas
une surcharge de travail dans les faits. C'est-à-dire, je suis plus l'entrepreneur qui bosse 13 heures par jour. Enfin, j'ai eu ce passé, le moment où tout feu, tout flamme, on a l'impression d'être invincible et on met tout notre temps et toute notre énergie dans notre boîte. C'est plus du tout ma réalité ni ce à quoi j'aspire. Donc là où j'ai identifié par contre que c'était, en tout cas ce que je pense être la cause, c'est la charge mentale. En fait, j'ai l'impression d'avoir eu tellement de responsabilités concomitantes, comme des petites boîtes. Donc il faut imaginer dans ma tête, plein de petites boîtes, toutes ouvertes. Je suis pas en train de bosser sur tous ces trucs, mais elles sont toutes là dans ma tête ouvertes. Donc il y a une partie de mon inconscient et de mon conscient qui est tout le temps en train de se dire ah oui, il faut penser à ça, à ça, à ça, à ça, et il y a ça qui arrive dans quelques mois, et il y a ça dans quelques semaines. Genre tous ces trucs-là, même si tu travailles pas dessus, ben en fait, chaque nouvelle responsabilité, chaque nouveau projet, c'est comme si ça prenait une petite barre de mémoire disponible et que ça occupait de l'espace. Et je pense qu'il y en avait juste trop, pendant trop longtemps, de façon trop intensive, ce qui a fait qu'au bout d'un moment, ma résilience ne fonctionnait plus, quoi. Ouais, ça faisait un bruit de Et ouais, fond, enfin, comme si moi j'imagine plein de petites radios en fait différentes. Tu vois, tu parles de boîtes, mais j'ai l'impression que c'est plein de petites radios, des sons différents qui en continu comme ça et qui du coup, ouais, c'est ça, tu les écoutes pas forcément, mais t'as toujours mais ils un sont peu là. l'oreille attirée par. C'est une autre bonne métaphore, je pense, ouais. Et ça vient avec le fait que quand on entreprend, on a toutes ces stimulations extérieures qu'il faut réussir à gérer. Et je crois que c'est hyper important de réussir à constamment genre rétrécir et rétrécir et rétrécir et simplifier et simplifier et simplifier. Et en fait, ça ne s'arrête jamais. Et ce qui est génial, c'est que génial, entre guillemets, j'aurais bien sûr préféré ne pas vivre ça, mais la façon dont ça se transforme, c'est que depuis, je suis vraiment beaucoup plus radical sur la simplification de tout ce que je fais. Et donc, ça m'a quelque part poussé à prendre des décisions que je savais qu'il était certainement nécessaire de prendre, mais que je procrastinais de prendre. Par exemple, fermer certaines offres ou restructurer un peu le fond de ce qu'on propose, arrêter certaines choses. Enfin, voilà, ça m'a mis face à ce qui était indispensable à arrêter, là où avant j'essayais de négocier avec moi-même, quoi. Mais ça, c'est pas facile. Et ce qui est de plus en plus dur avec ça, c'est que plus on avance et plus on progresse, plus c'est des choses qu'on doit laisser de côté et couper, c'est des trucs géniaux. Donc au début, quand on fait des trucs, genre, ok, on garde ce qui est trop bien et on lâche ce qui est de la merde et ce qui nous saoule. Et après, on arrive à un jour que des trucs incroyables, mais il faut quand même dire non à 80% de ces trucs qui sont tous incroyables pour se laisser l'opportunité de faire les 20% qui nous font vraiment du bien. Et là, ça devient difficile. Et je pense que ces dernières années, c'est ça que je dois réussir à faire, c'est de me dire, ok, bien sûr, il y a toutes ces choses devant moi qui ont du potentiel, mais quelle est la voie où on va prendre le truc et ça va vraiment nous mener à ce qui est important pour moi, pour mon associé, pour ce qu'on offre au monde et ainsi de suite. Sachant que toutes les ouvertures et tous les chemins sont intéressants, tous sont pertinents, mais tu peux pas tous les faire. Donc il y en a qu'il faut tuer. Lesquels tu tues, ça c'est la question difficile. Et je pense que mon épuisement est lié au fait que je n'osais pas euh, couper les arbres qu'il fallait, quoi. Enfin, pas couper les arbres, mais couper les voies que je voulais pas. Et justement, tu parlais de ton associé. À ce moment-là, quand tu étais dans cette période avec justement toutes ces boîtes ouvertes et tout ce bruit de fond, etc., t'étais déjà associé? Oui. Ok. Et du coup, est-ce que cette personne-là, elle t'a mis peut-être un trigger warning sur attention, t'es sur la mauvaise pente? Est-ce qu'il y a eu des discussions peut-être autour de justement toute cette charge mentale qui se générait? Ou est-ce que t'as gardé, entre guillemets, ce sentiment pour toi parce que la priorité, c'était d'éteindre des feux à droite à gauche? Moi, ce qui est génial, c'est que mon associé, c'est aussi une de mes meilleures amies. On vit ensemble, on est coloc, on est dans une coloc à 3. Et c'est vraiment les personnes dont je suis le plus proche au monde. Donc on a une qualité de communication vraiment, vraiment très, très forte. Ce qui est intéressant, c'est que elle a déjà fait un burn-out par le passé. Et je pense que
un des sujets sur lesquels je bosse beaucoup avec ma psy, c'est trouver l'équilibre entre contribuer aux gens qui sont importants pour moi et prendre soin d'eux, et tomber dans la posture du sauveur du triangle de Cartman. Et je suis souvent en train de frôler les trucs. Et je pense qu'une des dynamiques qui s'était installée depuis un moment dans notre façon de fonctionner avec mon associé, c'est que comme je sais qu'elle a fait un burn-out par le passé, et que globalement, j'ai une endurance de travail plus grande, je pense qu'il y a une partie de moi qui cherchait à la protéger et prendre plus sur mes épaules. Et je sens que ça, c'est quelque chose que je peux répercuter à d'autres endroits de ma vie aussi, dans mes relations avec ma famille, par exemple. Et donc ça, je pense que c'est un truc qui s'est joué en accumulation. Mais ce qui est vraiment génial, du coup, c'est que grâce au fait d'avoir vécu cette phase d'épuisement où j'étais quasi capable de rien, on a pu rééquilibrer cette dynamique parce que j'ai senti, je peux m'éteindre pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois et ne faire quasiment rien pendant cette période. Genre, je faisais vraiment le strict minimum. Je bossais genre 1 heure par jour et encore. Et de temps en temps, j'ai passé beaucoup de temps à faire que jouer aux jeux vidéo, quoi. C'était ma façon de survivre. Et en fait, c'était incroyable d'avoir quelqu'un sur lequel se reposer. Et donc, je pense que cette expérience-là, ça nous a beaucoup rééquilibré et remis dans comment on trouve des modes opératoires qui nous protègent toutes les deux et qui font que toutes les deux, on trouve notre équilibre. Et ça, du coup, c'est hyper intéressant ce qui se passe dans notre collaboration depuis, grâce à ça. Parce qu'on a une expérience plus proche et plus commune de ce qu'on a chacune vécu maintenant. Donc on comprend mieux parce qu'on l'a vécu. Alors qu'avant, elle l'avait vécu, moi pas. Et je pense que aussi ça m'a permis de sortir de certaines illusions sur moi et mes capacités à encaisser les choses, quoi. Ouais, parce que c'est vrai que la limite, elle est très très fine entre j'aide les gens, enfin je veux les soutenir ou je veux pas voilà, qu'ils ressombrent parce que je sais qu'ils ont souffert, etc. Et le moment où tu l'as franchi et que là je m'investis un petit peu trop à mes dépens et effectivement, et au bout d'un moment, bon, ça peut tenir un moment, surtout quand on a l'habitude de faire ça, si tu dis que tu le fais tout le temps aussi potentiellement avec ton entourage. Ça fait de très bonnes épaules, bien larges et tout, mais au bout d'un moment, ça commence à faire lourd, quoi. Hein. Ouais. Même pour les plus empathiques et forts d'entre nous, c'est lourd au bout d'un moment de tout porter. Bah, bien sûr, clairement. Clairement. Et puis, c'est pas sain pour les autres non plus. Non. Il y a un endroit où ça fonctionne pas, quoi. Mais c'est hyper intéressant parce que ça appuie sur à quel point notre cheminement entrepreneurial est directement corrélé avec notre cheminement psychologique. Et moi, je parle de moins en moins de mindset parce que ce terme, il est utilisé à tort et à travers par des gens qui ne maîtrisent absolument pas ce dont ils parlent. Donc, je parle de plus en plus de cheminement psychologique. Et nous, on invite beaucoup de nos clients et de clientes à avoir en parallèle, si possible, un accompagnement psy. Il y a des lois qui sont passées en France d'ailleurs maintenant qui font qu'on peut avoir une séance gratuite tous les mois. Ça, c'est génial et je pense que c'est très important. Et du coup, c'est hyper intéressant de faire les parallèles. Le travail qu'on fait en suivi en thérapie avec une psy et la lumière que ça renvoie sur nos comportements dans notre façon de diriger notre boîte. Et moi, je me rends compte, par exemple, un truc que la psy m'a informé par ma thérapie, c'est que je n'aime pas avoir une dette sociale envers quelqu'un d'autre. Et que du coup, dans chacune de mes relations, autant avec les clients qu'avec les partenaires, qu'avec des fournisseurs, j'aime pas être dans une position où j'ai une dette envers quelqu'un. Et du coup, ça me pousse à être parfois en sur-régime pour ne pas avoir une dette envers quelqu'un, mais que tout le monde ait des dettes envers moi. Et ça, c'est hyper intéressant à explorer. C'est travail de fond encore en cours. Mais cette prise de conscience, elle est trop intéressante. Parce que je le vois partout maintenant. Avant, c'était invisible. J'avais pas conscience de ce truc-là. Mais maintenant, je le vois partout. Et ça me pousse à me questionner sur, OK, est-ce que ce que tu es en train de faire, c'est au service de toi, de la personne et de votre relation, ou tu es simplement en train de fuir la dette sociale que tu ne veux pas avoir sur tes épaules? Et du coup, pareil, vivre un presque burn-out,
ça m'a entraîné à accepter d'avoir des dettes sociales envers les autres parce que j'avais besoin que les gens s'occupent de moi, j'avais besoin que les gens soient autonomes, j'avais besoin que les gens ne me stimulent plus. Et c'était tellement précieux comme expérience pour ça, parce que ça m'a permis de me dire, en fait, tout va bien. Je peux passer 3 mois et j'ai des dettes sociales envers les autres. Et en fait, c'est génial d'avoir des dettes sociales envers les autres. C'est trop bien que les gens se soient occupés de moi, qu'il y a plein de gens avec qui normalement je discute beaucoup, des partenaires qui, pendant 3 mois, ont fait l'effort de ne pas m'appeler du tout, de ne pas m'envoyer de messages, de ne pas me stimuler parce que j'avais besoin de ça. Et qui m'ont dit c'était dur parce qu'on a l'habitude que ça fasse ping-pong, quoi, parce que je suis très investi dans ce que je fais. Mais là, c'était incroyable qu'ils m'offrent ce cadeau de ne pas me stimuler pendant 3 mois. Et ça m'a permis de me reconstruire aussi. Du coup, ces liens-là, ils sont fascinants à observer. Ah bah, c'est méga libérateur quand tu t'autorises à... Enfin, parce que t'as pas trop de choix. Généralement, c'est ça, parce que t'es au fond Bien du sûr. gouffre, donc tu dis là, en fait, j'ai plus la capacité. Mais c'est vrai que je trouve ça méga libérateur de dire, putain, en fait, je peux un peu me reposer sur les gens aussi. Moi, juste, là, j'en ai besoin et c'est OK. Et ils sont là pour moi, comme j'ai pu l'être aussi. Enfin, finalement, c'est pas que dans un sens. Il y a des gens aussi qui peuvent être là pour moi. Et là, pour le coup, on retombe sur un truc très genré. Ça, clairement, je pense que c'est très lié à mon éducation de homme. Ouais, ah bah j'imagine. Justement, Vraiment. mais c'est bien qu'on ait des hommes parce que justement, souvent, on a pas mal de femmes dans le podcast et donc on a certaines réactions qui sont très féminines. Enfin voilà, par l'éducation, une femme, ça doit être comme ci, comme ça a beaucoup de mal à demander de l'aide. La légitimité, n'en parlons pas, ça c'est un sacré sujet. Mais du coup, c'est intéressant d'avoir aussi ce retour masculin, enfin éducation masculine de toi, qu'est-ce que ça a créé, voilà, pour toi en tant qu'homme, dans le On est business, éduqué mais à dans être ta vie. fort, à prendre les coups, à encaisser, à machin, à truc. Donc ouais, et c'est hyper intéressant parce que je trouve que ça aussi, c'est une clé de lecture qui manque dans notre écosystème. Notre écosystème a tendance à individualiser les problèmes, voire même à se focaliser que sur ce qui se passe dans le cerveau. Et en ce moment, moi, je suis ultra fan du travail de Albert Moukébert. Je ne sais pas si vous connaissez, il a écrit un livre, plusieurs livres, mais son dernier s'appelle Neuromania. Et il parle du fait qu'on est un cerveau dans un corps, dans un monde. Et que ces 3 niveaux de lecture sont hyper importants à prendre en compte pour analyser une situation. Et nous, j'ai l'impression que dans notre écosystème entrepreneurial, il y a une branche qui est en mode obsédée par ce qui se passe dans le cerveau et qui pense que tout est un problème de ce qui se passe dans le cerveau et que du coup, le mindset est la solution à tout. Puis, il y a un truc où c'est vraiment individualisé, c'est tout est de ta responsabilité et c'est toi qui dois changer les choses et si toi tu changes les choses et les autres choses se passent. Mais l'angle mort, c'est l'angle de la systémie. C'est, en fait, on baigne dans une société qui fonctionne d'une certaine manière, qui a un poids social certain, et ce poids social est tellement plus grand que ce qui se passe dans notre cerveau et que le pouvoir qu'on a sur nos actions du quotidien. La sociologie, elle nous montre tellement de choses. C'est l'immense angle mort, j'ai l'impression, des conversations qui ont lieu dans notre écosystème. Et je trouve que c'est important de le rappeler aussi, notamment sur ce truc de, voilà, depuis notre naissance jusqu'à maintenant, moi j'ai 30 ans, pendant 30 ans, la société m'oriente dans une certaine direction. Et du coup, c'est normal que mon comportement soit teinté de ça. C'est naturel. Évidemment, il faut réussir à transformer ça pour que ce soit quelque chose de plus épanouissant. Mais c'est dur à faire. Ça prend des années même parfois. Pour détricoter quelque chose qui est devenu normal pendant 30 ans, non, ça prend pas 3 mois en fait. Pour reconstruire autre chose. Surtout maintenant qu'on est adulte, parce que ça prend plus longtemps que quand on est enfant et que notre cerveau il se reconstruit complètement différemment d'une semaine à l'autre. Mais tu vois, c'est tout con, mais ça me fait penser à une conversation que j'ai eue il y a pas longtemps où je disais, moi, je veux pas d'enfant, donc pour X ou Y raison. Et je disais, mais quand j'étais jeune, je voulais des enfants genre automatiques, tu vois, genre oui, j'aurais 3 enfants. Mais genre parce que je m'étais jamais posé la question, enfin pour moi, ça n'avait jamais été une possibilité de ne pas en avoir. Tu vois, vraiment, c'était tellement matrixé
que, bah oui, il faudra bien avoir des enfants, donc bon, combien en fait? C'était ça la question, mais à aucun moment j'avais réfléchi au fait que, enfin, parce que la société est comme ça, en fait, t'es pas obligé. Ouais. Mais Et tu es une femme, donc tu auras des enfants. C'est ton plus grand but dans la vie, c'est c'est ça, d'enfanter. c'est ça. Mais c'est terrible, hein, mais c'est là que je me suis vraiment rendu compte du matrixage, enfin de l'impact, parce que j'étais là genre, putain, mais en fait, j'en ai jamais voulu. C'est juste que j'avais l'impression qu'il y avait pas le choix, quoi. Ouais. Donc c'est terrible, l'impact, c'est ça, sociétal sur qui tu es. Moi, je rigole jaune parce que là, à la date à laquelle on enregistre, dans une semaine pile, je fais 30 ans. J'ai pas d'enfant, je suis pas mariée, j'ai pas de situation stable, tout ce qui va pas. Et du coup, je la ressens, mais de ouf, cette espèce de pression et ce chemin qu'on me force à prendre alors que j'ai pas envie d'y aller. Et je trouve ça dingue. Alors d'un côté, c'est cool parce qu'il y a quand même certaines mentalités qui se débrident un peu sur le sujet. Il y a de plus en plus de prise de conscience, etc. Mais je trouve ça fou. On est en 2025, il y a quand même des avancées technologiques et sur tous les pans, on va dire, de la société qui ont vraiment fait des bons comparés à 40 ans en arrière, etc. Et je trouve ça fou que pour des trucs comme ça, on soit encore bloqué dans les années, je sais même pas, 60, 70, quoi. C'est Bon, bref, on s'écarte un peu du sujet, pardon. Ou pas, ou on touche Ou le pas. vrai seul sujet qui compte, en fait. C'est vrai. Je sais pas. À vous de nous le dire, auditeurs, auditrices, quand vous écouterez ça, vous nous direz ce que vous en pensez de notre réflexion sur la société. Et si vous ressentez la pression, surtout. Mais c'est clair que c'est hallucinant les comportements qu'on a intégrés comme une normalité ou comme une obligation, alors qu'en soi, enfin, voilà, un homme doit être fort, surtout pas montrer d'émotion, doit porter le poids de sa famille ou dans l'entrepreneuriat, je sais pas, de ses collègues ou tout ce que tu veux, c'est lui qui doit tout gérer et aller chercher l'argent. Une femme, bon, ça doit être fort indépendant aussi, pas trop pleurer non plus. Enfin, c'est pareil, mais pas sous les mêmes angles finalement. Pas pour Pas les être mêmes raisons, ouais. hystérique, pas faire l'hystérique, voilà, pas prendre trop de place non plus, être mignonne, douce et délicate. Et puis voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. Mais en vrai, c'est clairement méga intéressant. Et comme tu le dis, c'est un sujet qui prend beaucoup de temps. Enfin, si t'es encore en réflexion, enfin, en découverte, réflexion là-dessus, c'est méga intéressant. Et du coup, tu nous dis que tu vois un psy, enfin une psy, t'as fait ça dès que tu t'es rendu compte que ça commençait à sombrer du côté obscur ou c'est toujours Non, quelque c'était chose qui avant. t'a mis... C'était avant le burn-out. Ok. En fait, ça fait un long moment que je me dis que c'est quelque chose que je voulais faire ça. Et j'avais jamais sauté le pas, mais c'est comme, il y a tellement de choses où on se dit, ah oui, ce serait bien que nanani nanana. Puis à un moment donné, je sais même plus ce que c'était qui a été le déclencheur spécifique de ça. En tout cas, c'est quelque chose que j'encourage tout le monde à faire. Là encore aussi, il y a un poids de, ah, si tu vois un psy, ça veut dire que nanani, enfin, mais je considère vraiment qu'on devrait tous et toutes avoir cet accompagnement-là. Personne, ça aussi c'est un truc qui est fascinant de comment je trouve que l'éducation qu'on reçoit à l'école passe à côté de l'immensité de tous les sujets dont on a vraiment besoin pour en fait nous contraindre à des enseignements ultra théoriques et pas du tout incarnés. Genre, personne nous apprend rien sur l'argent alors que c'est central dans la société, en tout cas dans une société capitaliste. Personne nous apprend rien sur la santé mentale. Même le sport. On pratique du sport. Personne nous explique pourquoi c'est important de pratiquer ce sport. Qu'est-ce que ça nous nourrit? Qu'est-ce que ça joue? On comprend à peine notre propre biologie. On comprend... Genre ça pareil. Pourquoi on commence pas par comprendre notre fonctionnement de façon plus simple? Enfin bref, il y a tellement de choses, je trouve, dans l'éducation qui font que on prend conscience de tous ces sujets beaucoup trop tard, à un moment où c'est plus dur de les intégrer. Mais bon, encore une fois, du coup, on se pose la question, si les choses sont structurées comme ça, c'est quoi l'objectif de cette structuration? Et je ne crois pas que l'objectif de la façon dont est conçue l'éducation, en tout cas l'éducation que moi je connais qui est celle en France, je pense pas que l'objectif c'est créer des humains épanouis. L'objectif c'est créer des gens qui vont travailler sur le marché du travail.
on structure pas les mêmes choses en fonction des objectifs qu'on cible, quoi. C'est comme une entreprise. L'objectif qu'on cible change la façon dont on structure le plan d'action pour y aller. Et là, on attaque le prochain énorme sujet. On a attaqué la société. Maintenant, on va attaquer la politique. Et on y va avec grand plaisir, hein, parce que j'en ai beaucoup des choses à dire là-dessus aussi. Mais je crois pas que c'était le point de base. Donc, faut m'arrêter. Vous ne voyez pas, mais elles sont mortes de rire. Lise et Clémentine, là, elles sont absolument mortes de rire devant leur micro. Elles ont perdu le contrôle de leur podcast. Non, mais alors moi, je suis partagée à te couper pour, entre guillemets, recentrer le sujet, mais en même temps, te laisser continuer parce que j'adore trop ces sujets, justement, et que j'aimerais trop aller en profondeur. Après, il faut faire des choix. Mais non, moi, je trouve ça hyper intéressant tout ce que tu partages, et je pense qu'il y a effectivement beaucoup de choses à dire sur tous ces sujets-là. Et je trouve que quelque part, on a une chance, nous, en tant qu'entrepreneurs, c'est que quand t'es salarié, tu te poses pas ces questions justement de charge mentale, de société, de c'est quoi tes besoins, etc. Et je trouve que le parcours entrepreneurial te force finalement à avoir un petit peu plus d'ouverture d'esprit sur tous ces sujets. Parce que moi, je me revois 5 ans en arrière, j'étais salariée, hein, je me levais tous les matins, j'allais faire mon boulot, je me posais pas des questions de qu'est-ce qui se passe dans le monde, de pourquoi on fait les choses de telle manière ou pas. Et en fait, aujourd'hui, là, en l'espace de 5 ans, j'ai l'impression d'avoir pris, alors je suis pas non plus le grand sage, hein, mais j'ai l'impression d'avoir pris une certaine maturité sur ces sujets-là que je n'avais pas avant. Donc je trouve ça cool quelque part. Il y a encore du travail à faire, certes, mais c'est en bonne voie. Tu penses que c'est directement corrélé au fait d'être entrepreneur, ou est-ce que c'est plutôt corrélé au fait de grandir et de vieillir? Parce que moi, je me pose la question. J'ai l'impression que quelque part, c'est aussi corrélé avec le fait que je sors de ma vingtaine, où en fait, je me suis fait la réflexion l'autre jour. La première partie de ma vingtaine, je suis pas connecté au monde. Je suis connecté à mes besoins très individuels. C'est aussi comme ça qu'on est éduqué, hein, en mode faut réussir sa vie, nanana, donc t'es obsédé par ça. Mais j'ai l'impression que j'étais pas connecté vraiment au monde qui m'entoure. Alors que là, maintenant, je pense aussi par les sujets qui me fascinent, mais aussi par mon âge, j'ai l'impression que je suis plus connecté aux gens qui m'entourent. Genre, les inconnus dans la rue, j'ai plus d'empathie de putain, je me demande ce que c'est sa vie, ou quand je vois des gens galérer. Enfin, j'ai l'impression que je suis plus relié au monde qui m'entoure. Ouais. Je pense que c'est pas forcément que l'âge, parce que sinon ça voudrait dire que plus on grandit, plus on devient sage, et ça on sait très bien que c'est pas le cas. mais je pense que ça joue aussi, tu vois. Ouais. Parce que je connais aussi énormément d'entrepreneurs qui en ont rien à branler. Ouais. Mais vraiment rien à branler. Tu vois ? Je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense que je dirais pas forcément prendre de l'âge, mais plus prendre de la maturité, on va dire. Dans le sens où jusqu'à effectivement tes 20-25 ans, tu suis le trajet qu'on te demande de suivre, quoi. Tout simplement, tu fais tes études, tu fais tes premières expériences, donc du coup, tu suis bêtement. Et au bout d'un certain moment, tu commences à avoir certains déclics, justement, à te poser certaines questions. Pourquoi je fais ça comme ci? Pourquoi je fais ci comme ça? Tu as des mondes qui s'ouvrent à toi, tu vois. Enfin, moi, l'entrepreneuriat, jusqu'à mes 25 ans, je savais même pas que c'était possible. Enfin, du moins pour moi, je parle. Et du coup, tu as des portes qui s'ouvrent. Et en fait, le côté entrepreneurial, c'est plus un accélérateur, je pense, de toutes ces réflexions. Mais c'est l'âge, ou du moins la maturité, qui fait qu'on arrive dans des situations où on se pose plus de questions, on remet les choses en place. Et puis, je pense aussi qu'il y a une transition pas générationnelle, mais les générations d'aujourd'hui ont plus du tout la mentalité de, par exemple, la génération de mes parents. Il y a vraiment un gros gap qu'il y a entre nos deux mentalités. Moi, je l'ai vu quand j'ai annoncé à mes parents que j'allais créer ma boîte. J'ai dit, waouh. Ils étaient en PLS. Et ils le sont encore aujourd'hui, hein, donc voilà. Et je me dis, tu vois, il y a ça, il y a l'écart générationnel, il y a la maturité, il y a le fait que du coup, l'entrepreneuriat, je pense que c'est un gros truc de dev perso qu'on soupçonne pas quand on se lance. Et tout ça mis bout à bout, plus les questions, j'imagine, qu'on se pose de nos jours, hein, sur la technologie, l'écologie, les conneries comme ça. Pour le coup, quand je dis des conneries, c'est pas péjoratif, hein, c'est plus pour énumérer de manière générale, je le précise. Mais voilà, on n'en parlait pas avant de ces sujets, tu vois. Aujourd'hui, on en entend beaucoup plus parler, donc forcément, ça ouvre des consciences et forcément, on se pose des questions et donc forcément, on a des réflexions et on change un peu notre fusil d'épaule, quoi, finalement. Je pense que ce qui se passe, c'est le lien, c'est l'instabilité. C'est que la différence entre notre génération et celle de nos parents, c'est que le monde est dans un état beaucoup plus instable que leur génération. Toute la génération entre la Seconde Guerre mondiale jusqu'à maintenant, c'est une espèce de fenêtre de tir où il y avait énormément de paix,
progression économique avec des évolutions incroyables de technologie et ainsi de suite. Il y avait une forme de stabilité, quoi. Et là, on revient dans un monde très instable qui, en fait, a toujours été là, juste qui était invisibilisé. La crise climatique et la crise écologique, c'est depuis les années 70 qu'il y a des lanceurs d'alerte, 60 même. Donc, ça a été là. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est sur le devant de la scène. Et du coup, autant l'instabilité du monde que l'instabilité de l'aventure entrepreneuriale, je pense que c'est à la fois ce que nous force à être en réinvention constante, ce qui a des avantages, parce que ça fait progresser, je pense, comme tu dis, notre maturité plus rapidement, et en même temps, ça a un poids très conséquent. Exister dans un monde aussi instable, surtout avec l'accès à l'information qu'on a, ce qui fait que cette instabilité, c'est tous les jours, 3 fois par jour qu'on la voit. Une seule phrase de Trump ça renvoie des effets partout. Enfin, je sais pas si vous rendez... Pareil, on va commencer à parler politique du coup, mais une situation de Trump en réunion avec Zelensky débloque le fait que l'Europe investit 800 milliards d'euros dans le fait de se réarmer. Une conversation. Et genre, c'est des effets dominos, mais de fou, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est typique de la période qu'on vit. Et donc, ce niveau d'instabilité-là, oui, il nous force à nous réinventer constamment, et ça a des avantages, mais c'est tellement dur. Et je pense que c'est pour ça qu'on voit une épidémie de santé mentale de gens de notre génération et des plus jeunes encore, qui est aussi grande. Et c'est là où, du coup, moi, j'ai une réflexion aussi que j'ai beaucoup avec mes clients. C'est, en fait, face à ce niveau d'instabilité, des fois, se forcer à rester dans la forme individuelle d'instabilité qu'est l'entrepreneuriat, c'est pas la meilleure chose à faire. Ni pour l'impact qu'on cherche, ni pour notre bien-être individuel, sur aucun des critères. Et donc, des fois, ça nous arrive dans les accompagnements qu'il y a des gens qui arrivent. Et en fait, on se rend compte que c'est juste tellement secouant pour toutes les dimensions de leur vie que la destination la meilleure pour eux et pour notre façon de les accompagner, c'est qu'ils reprennent un taf plus stable, où ils sont sûrs d'avoir un revenu mensuel assuré. Et ça, souvent, c'est le truc qui débloque quelque chose d'autre par derrière. Une réinvention, ou le fait que les trucs commencent à se passer mieux, parce qu'il y a ce truc, on est plus calme. Et ça, je trouve, c'est hyper intéressant et important aussi qu'on se questionne sur... On est dans un monde qui pète part en couilles et qui est instable à plein de niveaux. Si ça nous touche, parce qu'il y a des gens que ça touche plus que d'autres, la question à se poser, c'est comment je fais pour, opérer de façon fonctionnelle dans ce monde et ne pas sombrer dans une déprime horrible quotidienne, et 2, comment je fais pour contribuer à ce qui me semble être le plus important dans ce monde. Si c'est via l'entrepreneuriat, génial, trouvons des solutions pour que ça se passe bien. Si c'est pas via l'entrepreneuriat, c'est OK. T'es pas un échec. C'est génial d'avoir la clarté d'esprit, de se dire que c'est là où je vais trouver le meilleur épanouissement personnel pour être fonctionnel et la meilleure contribution sociétale. Il y a plein de places pour occuper ce truc-là. Et des fois, la sagesse, c'est arrêter de se taper la tête contre un mur parce que, je sais pas quel plouc sur Instagram a dit que tu seras jamais riche si tu fais pas une boîte, quoi. Mais la réalité, c'est que l'immense majorité des indépendants ne seront pas riches. Ce seront des entrepreneurs indépendants précaires qui n'auront pas de chômage et qui n'auront pas de retraite. Juste parce que quelqu'un leur a vendu du rêve sur Instagram. Bah non, arrêtons cette folie. Arrêtons ce beau message d'espoir qui... Non mais t'as raison, en plus. Mais il y en a de l'espoir, on peut bien sûr s'en sortir. Hein. Je ne dis pas que c'est mort pour tout le monde. Je dis juste que on est biaisé dans notre écosystème à se raconter des putains de fantasmes. Parce que la majorité des gens, pour nous vendre leur truc, ils nous vendent du fantasme. Et donc on est tous et toutes biberonnés au fantasme. Ça fait que les gens qui veulent pas vendre du fantasme parce que c'est pas dans leur valeur ont du mal d'ailleurs à vendre leur truc. Beaucoup, je vois ce message-là sur nos écosystèmes. C'est, putain, j'arrive pas à vendre parce que juste tout le monde est omnibulé par les messages complètement délirants qu'on leur vend, les promesses de fous qui sont impossibles à tenir. Et je pense que les gens savent que c'est impossible à tenir, mais achètent quand même parce que si cette personne me dit ça se trouve, elle a raison. Enfin, il y a des biais de pouvoir de fou dans tout ça. Et en fait, il faut qu'on sorte de ce putain de fantasme, quoi. Il faut qu'on brise la bulle. Il y a une putain de bulle. Comme les bulles spéculatives qu'il y a sur les marchés financiers, il y a une bulle pareille
sur le fait de vendre un rêve irréaliste à des gens qui investissent tout leur espoir, parfois toutes leurs économies pour lancer leur projet, alors qu'en fait, les seuls gens qui s'enrichissent, c'est les putains de gens qui font de la pub dégueulasse en train d'essayer d'exploiter une opportunité commerciale à laquelle ils croient même pas, avec aucune empathie pour les gens qui les suivent. Ouais, avec le genre de discours, vas-y, il faut que tu rêves grand, continue à rêver encore plus grand avec ton mindset de pauvre là. Ça, Oh là là. cette phrase-là, à chaque fois que je l'entends, je fais mais ça va pas, quoi. Vous êtes fous. Encore une fois, ça individualise totalement les problématiques. Ça invisibilise complètement la structure sociétale dans laquelle on vit. Si t'es pauvre, c'est de ta faute. C'est que il faut que tu prennes la responsabilité des actions, etc. Oh, ça, c'est horrible. Mais c'est vraiment ce dans quoi on baigne. Et on se rend pas compte, hein, mais l'impact de tous ces messages qu'on voit à répétition toute la journée, ça structure notre façon de voir le monde. Ça structure notre rapport à notre propre image. Ça structure notre rapport, pour revenir un peu au sujet du podcast, à ce qui est un échec ou pas. On se raconte, du coup, genre, je sais pas, tu lances ton truc, tu arrives à faire tes 3 premières ventes. Normalement, c'est un succès incroyable parce que tu as lancé un truc, ça marche, tu commences à sentir qu'il y a un peu des possibilités. Bah non, là, tu te dis que c'est un échec parce que j'ai fait que 3 ventes alors que machin m'avait dit que j'en ferais 35 et que je serais millionnaire dans 3 semaines. Du coup, ça biaise notre rapport au monde, en fait. On en revient sur ce qu'on disait au niveau du manque de recul et du manque de critique sur tout ce qu'on voit. Et on en parlait dans un épisode, je crois que c'était avec Léa Kloss, si je dis pas de bêtises, où en fait c'est ça, aujourd'hui t'es abreuvé, pardon, je vais y arriver, d'informations en tout genre, on te fait croire à peu près tout et n'importe quoi, et les gens de manière générale, je me mets dans le lot parce que moi aussi à certains moments j'ai acheté des conneries dont je me serais bien passé parce qu'il n'y avait aucun intérêt, mais je me suis fait avoir par la promesse marketing, par ce discours un peu, bah voilà, tu peux arriver à faire tel truc, tel truc, tel truc. Et en fait, quand tu commences à avoir justement un esprit un petit peu plus aiguisé, ne serait-ce qu'en fait des notions de marketing et de communication, parce que moi, ce que j'analyse entre guillemets sur le marché, c'est que le boom Covid là, il y a eu énormément de gens qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat parce qu'on leur a promis l'Eldorado en mode sois ton propre patron, etc. Tu viens de te faire licencier, et je fais partie du lot, donc j'étais une des premières à sauter la tête la première là-dedans. Sauf que j'avais quand même un minimum de conscience de ce qui se faisait sur le marché. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans l'entrepreneuriat parce qu'on leur a dit que c'était la solution rêvée pour eux, parce qu'on a abusé de termes marketing, on leur a vendu du rêve, on leur a fait croire qu'ils allaient réussir, etc. Et aujourd'hui, quand on fait le constat, 3 quarts de ces gens-là n'ont plus d'entreprise. Ils ont été dégoûtés parce qu'ils pensaient qu'en faisant 2 stories et un mail, ils allaient devenir multimillionnaires, etc. Et en fait, c'est pas du tout la réalité. Et ça rejoint le pourquoi nous, on a fait ce podcast avec Clem, c'est qu'on en avait ras le cul de voir tous ces trucs, les promesses à 10K par mois, viens, on fait un séminaire à Dubaï ou je sais pas quoi, machin et tout. C'est cool, tant mieux pour vous. Mais c'est pas la réalité, quoi. C'est peut-être le cas dans 10%. Et encore, je suis gentille, je suis généreuse. Mais les 90% des autres entrepreneurs, on galère tous. Et on a tous ces problèmes, on a tous ces réflexions, on a tous ces moments d'épuisement aussi, parce que tu parles de frôler presque le burn-out. Sur tous les interviews qu'on a eues depuis le début du podcast, en vrai, alors c'est un sujet qu'on a abordé de près ou de loin, etc. Mais la majorité de ces gens-là ont eu des périodes d'épuisement professionnel où ils étaient à 2 doigts de tout arrêter parce que, pareil, ils étaient lancés dans cet engrenage-là. Et en fait, pour en sortir, il faut soit prendre le mur, soit être au bord du précipice, quoi, tu vois. Et je trouve ça dommage qu'à cause d'un manque de recul et d'information sur le sujet, on en arrive à des situations comme ça. Je sais pas si c'est clair, je suis partie dans mon délire là, pardon. Non, c'est super clair. Moi, ce que je me raconte sur tout ça, c'est qu'il y a un enjeu de la responsabilité des personnes qui ont la visibilité dans notre écosystème de prendre la parole sur ces trucs comme ça. Et malheureusement, pour l'instant, j'ai fait un post récemment et une newsletter je sais pas si vous les avez vus passer, mais à mon sens, on n'est pas au niveau. En tant qu'écosystème et en tant que communauté, on doit faire mieux. Parce que ça revient à ce que je disais tout à l'heure, on ne parle pas des enjeux structurels et systémiques qui s'installent dans notre façon, en tant que communauté, de parler d'entrepreneuriat, de parler de développement d'entreprise, de parler d'épanouissement de l'entrepreneur derrière la boîte.
en fait, la plupart des sujets touchy et qui sont les vrais sujets sont mis sous le tapis. Les gens qui sont en haut du panier de la visibilité ne parlent jamais du fait qu'en réalité, et moi je le sais parce que c'est mes potes, c'est des gens que je connais des coulisses, niveau santé mentale, c'est vraiment dur pour tout le monde. Niveau performance des projets, très variable, ce qui est normal en fait, c'est juste normal. Mais beaucoup de personnes dont l'entreprise dépend de la visibilité grande et de l'image lisse de la réussite qui a été véhiculée par le temps, en sont devenus prisonniers et prisonnières, et du coup n'arrivent plus à remettre le réalisme là-dedans. Pour plein de raisons pour lesquelles je les incrimine pas forcément, parce que c'est dur à faire, surtout quand tu es dans le moment où c'est down, c'est hyper dur de réussir à sortir de ça, se rendre vulnérable et ainsi de suite. Mais c'est là où je pense qu'on a une responsabilité partagée en tant qu'écosystème de comment on change les imaginaires de toutes les personnes qui sont engagées dans ce mouvement avec nous. Comment on change l'imaginaire sur ce que c'est la productivité. Non, c'est pas travailler comme une machine 15 heures par jour, et non, c'est pas comme ça qu'on atteindra le niveau d'épanouissement qu'on cherche. Comment on change les imaginaires sur la prospérité. Bah non, c'est pas prendre l'avion tout le temps, c'est pas Dubaï, c'est pas les voitures de course. Il faut que ce soit autre chose, surtout par rapport à l'écologie. Donc tous ces imaginaires-là de ce que ça veut dire réussir, c'est là où on a besoin de montrer autre chose. Et c'est là où moi, clairement, à chaque fois que je prends la parole là-dessus, j'appelle à la responsabilité des porteurs de communauté. Les gens qui ont les podcasts, les gens qui ont les chaînes YouTube, les gens qui ont les newsletters, les gens qui ont les plus grosses formations, les accompagnements qui sont très visibles. On doit parler de ces trucs-là. Même si on ne sait pas comment en parler, on doit poser le sujet sur la table et dire voilà, ça c'est une réalité, j'ai pas la réponse, mais je pense qu'on doit en parler tous et toutes ensemble. Comment on fait pour prendre ça en compte davantage et arrêter de le laisser comme un tabou sur le côté. Et je vais faire appel à quelque chose que les gens qui nous écoutent voient peut-être. Dans une famille, quand il y a des sujets tabous qui ne sont pas traités, c'est souvent des trucs qui font que la famille a du mal à bien vivre les choses. Parce qu'il y a un sujet que tout le monde sait dont on devrait parler, mais personne n'ose le faire. Donc on le laisse sous le tapis et les relations familiales sont difficiles. Et ben, c'est ce qui se passe dans l'écosystème entrepreneurial pour nous. Tous les tabous, personne n'ose les mettre sur la table. Et du coup, tout le monde en souffre. Magnifique. Voilà, ce sera le titre de l'épisode. L'entrepreneuriat est un repas de famille. Le repas de Noël où on sort pas les tabous. C'est ça. Ok, c'est méga intéressant. On pourrait rester là des heures, mais malheureusement, non. Bah ouais, moi ça vient de soulever une question chez moi, mais qui me titille, mais j'y réfléchirai à tête reposée, je pense. Ouais, voilà, on laissera décanter ça ce week-end. et du coup, justement, est-ce que tu aurais des conseils peut-être pour nos auditeurs, auditrices Oui. Je sais pas, soit par rapport à l'échec, par rapport à n'importe quoi, en fait. Arrêtez de lire des livres business. Yes. Allez. Lisez des livres de sociologie, lisez des livres de politique. Je peux vous en faire une recommandation de livre. Un des derniers que j'ai lu récemment qui m'a... J'avais déjà vu un documentaire sur le même sujet, mais lire le livre, c'est ce livre-là, il est sur mon bureau. Ça s'appelle Propaganda, comment manipuler l'opinion en démocratie. C'est écrit par... Donc ça date de 1928. La personne qui a écrit ce livre, c'est un peu le père fondateur de ce qui est devenu la pub. Donc à l'époque, ça s'appelait... comment ça s'appelait d'ailleurs? Ça s'appelait les relations publiques. Et en fait, il explique très concrètement que les personnes qui dirigent la société et le monde, ce sont les personnes qui maîtrisent les codes de faire bouger l'opinion publique dans un sens ou dans un autre. Et que ça passe beaucoup par comment on manipule les médias, etc., etc. Et depuis que je lis ce livre, je me pose la question de et si cette chose que je regarde ou que j'écoute ou que je lis, et si c'était de la propagande, quelle idée est-ce que ça me vend et quel rêve est-ce que ça essaye de me faire avoir pour moi-même? Et moi, je me rends compte, en lisant ça, qu'il y a tellement de mes rêves et de mes aspirations tout au long de ma vie qui ne sont pas les miens. On se raconte que nos rêves et nos aspirations, ça naît de je ne sais où, et c'est ça, et je me connecte à mon moi profond qui sait ce que je veux pour ma vie. Non, c'est une graine qui a été plantée à un moment donné, sûrement par un contenu médiatique,
Et la répétition de ces petites graines, c'est devenu une idée ou une image de soi dans laquelle on se projette et on se raconte que c'est notre rêve, alors qu'en fait, c'est quelqu'un qui nous l'a planté il y a je sais pas combien de temps. Et c'est la société autour de nous qui nous raconte que c'est ça qui est souhaitable. Tous les gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, je suis sûr qu'il y en a plein qui se sont racontés que c'était leur rêve, leur destinée, etc. Alors que c'est le biberonnage médiatique qui fait qu'on rêve de ça. Ce n'est pas un rêve personnel qu'on a eu dès notre naissance et qui vient de nulle part. On est conçu par la société. Donc, l'invitation, c'est de développer notre conscience sociétale et notre conscience sociale, notamment par les contenus qu'on consomme. Donc ça, c'est mon premier conseil. Mon deuxième conseil, c'est demander aux personnes que vous lisez, écoutez, regardez, de parler de ça. Si vous écoutez des podcasts business, comme celui-là par exemple, ou d'autres, envoyez un message au créateur ou à la créatrice et dites « S'il te plaît, j'aimerais qu'on parle de ça, ça, ça sur le podcast. J'ai besoin de contenu de ce type. Est-ce que tu peux le faire, s'il te plaît ?» Parce qu'on a aussi cette puissance en tant que consommatrice, auditorice, de demander ça. Un média n'existe que pour son audience. Si l'audience demande quelque chose, le média va bouger. Donc si on veut que ces sujets y soient traités, 1, la responsabilité des gens qui créent, 2, la responsabilité des gens qui écoutent, pour faire en sorte que ça bouge, parce que les intérêts bougent. Et donc ça, on peut le demander. Donc s'il vous plaît, s'il y a une action que vous faites à la suite de ce podcast, c'est peut-être cette action-là. Un sujet comme ça, vous voulez en entendre plus, vous voulez les voir plus traités, demandez à ce que ce soit traité. Magnifique. Parfait. Donc, si vous voulez qu'on traite un sujet, n'hésitez pas, on ira voir, on verra ce qu'on peut faire. Oui, commencez ici, clairement. Trop bien. Bah, merci beaucoup pour ces conseils et cette conversation fort riche. Je pense que ça va décanter chez nous déjà. Et puis, chez les auditeurs, auditrices, on va tous se ruer pour aller acheter le bouquin déjà, je pense aussi. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec plaisir, c'était... Enfin voilà, c'est les sujets que j'aime, donc j'aime bien venir mettre les pieds dans le plat et changer ce qui est prévu dans une interview. On a balayé tout ce qui était prévu pour faire autre chose, donc je suis content. Ouais, mais c'est aussi la spontanéité du podcast de la loose, on se laisse porter par la discussion et ça amène sur des sujets et des débats hyper intéressants à chaque fois. Et puis pour le coup, ça sera un épisode aussi un poil différent de ce qu'on a l'habitude de faire et notre audience nous remerciera, je pense. Eh bien, j'espère. Votre audience nous dira. Yes, on attend vos retours avec impatience. Toi, on te retrouve donc sur Instagram, Thomas Burbidge, et sur ton podcast aussi, notamment. Est-ce qu'il y a d'autres endroits? Bientôt ton bouquin, mais on attend qu'il sorte. Mais... Oui, tout à fait. Bientôt. En gros, les 3 niveaux que je vous invite, c'est vous voulez une petite dose quotidienne de ce genre de réflexion, LinkedIn, Insta. Toutes les semaines, truc un peu plus approfondi, la newsletter. Toutes les 2 semaines à peu près, une interview, discussion. Je fais pas mal d'épisodes solo en vrai en ce moment, mais format podcast audio encore plus profond, parce que surtout quand je fais des interviews, ça dure longtemps. Et c'est sur des sujets comme tous ceux qu'on a traités là, le podcast Young, Wild and Freelance. Parfait. On met tout dans la description, comme ça tout le monde pourra aller checker tout ça. Merci beaucoup encore une fois. Merci à vous, c'était un plaisir. Merci. Si l'épisode t'a plu, partage-le à tes potes en galère et dis-nous qui tu aimerais découvrir sur ce podcast. Nous, on se retrouve la semaine prochaine et rappelle-toi, c'est pas parce que t'as la loose que t'auras pas de flouze. #DropTheMic. Mais qu'est-ce que tu fous? T'es encore là?